Alors voilà, nous allons passer maintenant au dossier numéro 2. Il s'agit d'un dossier de polyarthrite rhumatoïde. Vous voyez donc en consultation une jeune femme de 28 ans que vous suivez depuis maintenant près d'un an pour une polyarthrite rhumatoïde. Elle est sous méthotrexate à la posologie de 12,5 mg par semaine, associée à du cortencil 5 mg par jour, actuellement en rémission. Vous vous souvenez qu'elle avait au diagnostic des anticorps anti-CCP positifs. Et vous vous interrogez sur la valeur des anti-CCP sur le plan diagnostique. Et vous ressortez un article sur le sujet qui avait été paru en 2004 et dont les résultats étaient les suivants. Vous voyez sur ce tableau de contingence, ici les sujets atteints de polyarthrite rhumatoïde, ici les contrôles sains, ici donc le nombre de patients ayant une polyarthrite rhumatoïde et des anti-CCP positifs, ici le nombre de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde avec anti-CCP négatif, et enfin ici le nombre de contrôles sains avec anti-CCP positif et le nombre de contrôles sains avec anti-CCP négatif. Les auteurs de cet article s'étaient intéressés aux anti-CCP en tant que facteur de risque de polyarthrite rhumatoïde. On vous demande dans ce cadre de quel type d'études épidémiologiques s'agit-il. La deuxième question est de savoir si vous pouvez, sur cette étude, estimer le risque pour une patiente ayant des anti-CCP d'avoir une polyarthrite rhumatoïde. Ensuite, toujours ces mêmes auteurs s'étaient intéressés aux anti-CCP en tant qu'outil diagnostique dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc dans ce cadre-là, on vous demande quelles sont la sensibilité et la spécificité des anti-CCP dans la polyarthrite rhumatoïde. En quatrième question, on vous demande si on peut estimer sur les données de cette étude la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative des anti-CCP et de justifier. Ensuite, on en revient au cas clinique. Toujours votre patiente, donc 28 ans. Comme elle va mieux, qu'elle est en rémission, vous avez arrêté son cortencil, vous avez remplacé par des anti-inflammatoires non stéroïdiens, du Voltaren ou diclofénac, à la posologie de 75 mg LP, un comprimé le soir, et elle vient vous voir 6 mois plus tard, car elle désire une grossesse. En cinquième question, on vous demande si vous devez modifier son traitement en vue de cette grossesse. Si oui, quelle modification y apportez-vous? Et de savoir si elle peut envisager une grossesse dans l'immédiat. La sixième question est de savoir, en règle générale, dans cette pathologie, à quelle thérapeutique et quels médicaments vous pouvez avoir recours pendant la grossesse. Finalement, la grossesse s'est bien passée, mais en postpartum, la patiente a eu une poussée. Vous l'avez donc remise sous méthotrexate, à la posologie de 15 mg par semaine, cortencil, 12 mg par jour, et elle vient vous voir pour une nouvelle poussée inflammatoire. C'est la troisième en 6 mois, elle a 15 articulations douloureuses, 7 synovites. Vous concluez donc que son traitement est à l'heure actuelle insuffisant, et vous décidez d'y adjoindre un traitement par anti-TNF-alpha. On vous demande de citer 3 molécules qui appartiennent à cette classe thérapeutique, et 2 autres pathologies, parmi toutes celles que vous connaissez, où ce traitement est indiqué. On vous demande en 8e question quel est le bilan nécessaire avant la mise en route de ce type de traitement, c'est-à-dire avant la mise en route d'un traitement par anti-TNF. En 9e question, quels sont les principaux effets secondaires de cette classe thérapeutique? Et en dernière question, quel suivi biologique vous préconisez chez cette patiente? Donc, on en vient maintenant aux réponses. La première question, on vous rappelle qu'il y avait une étude d'épidémiologie, et les auteurs s'étaient intéressés aux anti-CCP en tant que facteur de risque de polyarthrite rhumatoïde. On vous demandait de quel type d'étude s'agit-il. Il s'agissait donc d'une enquête d'épidémiologie analytique. Le terme analytique veut dire à la recherche de facteurs de risque. Elle était rétrospective, puisque les auteurs avaient pris des patients sains et des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde chez qui ils avaient réalisé un dosage des anti-CCP. Et c'était une étude de type cas témoin. En 2e question, on vous demandait d'estimer
le risque chez une patiente qui a des anti-CCP, ou un patient, d'avoir une polyarthrite rhumatoïde à partir des données de cette étude. Donc, on rappelle ici que c'est une étude de type cas témoin. Il est donc impossible sur ce type d'étude de calculer un risque relatif qui dépend de la prévalence de la maladie dans la population, mais on peut l'estimer dans ces études de type cas témoin par le calcul de l'odds ratio. Qu'est-ce que l'odds ratio? L'odds ratio ici est 190 multiplié par 150 sur 100 fois 2. L'odds ratio, ça veut dire rapport des cotes, et de façon simple, on le calcule en diagonale en multipliant la case ici A, je vais les numéroter, C et D, donc c'est A fois D sur C fois B. Ici, on retrouve 142,5, ce qui veut dire que chez un sujet qui a des anti-CCP positifs, le risque d'avoir ou de développer une polyarthrite rhumatoïde est de 142 fois 5, soit presque 150 fois plus que celui d'un sujet de la population générale. En deuxième partie, ils se sont intéressés aux anti-CCP cette fois-ci, non plus en tant que facteur de risque de polyarthrite rhumatoïde, donc non plus dans le cadre d'une étude d'épidémiologie analytique, mais en tant qu'outil diagnostique. Et donc, on se trouve ici dans le cadre d'une étude de type sensibilité-spécificité d'un outil diagnostique. On vous demande quelles sont les sensibilités et spécificités des anti-CCP dans cette population. La sensibilité, c'est le pourcentage de malades qui ont pu être détectés par le test. Ici, c'est 190 sur 190 plus 100, c'est-à-dire 290. Donc la sensibilité ici était de 66%. Et la spécificité, qui correspond au pourcentage de sujets sains ayant un test effectivement négatif, c'est-à-dire la capacité du test à bien classer les gens sains avec un test négatif, c'est-à-dire un examen normal. C'est ici 150 sur 150 plus 2, c'est-à-dire 152, et c'est de près de 99%. C'est ce qu'on retrouve en général sur les anti-CCP. C'est une sensibilité correcte, bonne sensibilité, à peu près équivalente à ce qu'on connaît sur les facteurs rhumatoïdes, mais une spécificité beaucoup plus grande que celle des facteurs rhumatoïdes de l'ordre de 99%. Donc comme je vous l'ai montré sur ces diapos, les études de sensibilité et de spécificité, le tableau se lit comme ça. À la question suivante, on vous demandait s'il était possible d'estimer la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative des anti-CCP sur les données de cette étude. La réponse était bien évidemment non, c'est impossible. On ne peut pas calculer les VPP et les VPN sur les études de type cas témoin, car on ne connaît pas la prévalence de la maladie et ces paramètres VPP et VPN dépendent de la prévalence de la maladie. Comme vous l'aviez vu tout à l'heure sur notre tableau à 4 cases, les sensibilités et spécificités se calculaient dans ce sens-là. Si on devait calculer des VPP et VPN, il fallait lire le tableau dans l'autre sens. Mais ce n'était pas possible, mais ça aurait pu se faire dans une étude de cohorte. Enfin, donc on revient à notre patiente qui va mieux, chez qui on a pu arrêter le cortensil, qu'on a remplacé par anti-inflammatoire, qui vient nous voir 6 mois plus tard pour une grossesse. Doit-on modifier son traitement? Quelles modifications envisager? Et est-ce qu'on peut envisager une grossesse dans l'immédiat? Oui, le traitement doit être modifié. On rappelle qu'elle était sous méthotrexate. On doit arrêter de façon systématique avant une grossesse le traitement par méthotrexate. C'est un traitement excessivement tératogène, donc il faut absolument l'arrêter. Par ailleurs, les anti-inflammatoires doivent être arrêtés, mais de façon un peu moins précoce, et on préconise de les arrêter en général en même temps que la contraception parce qu'ils sont contre-indiqués au premier et au dernier trimestre de la grossesse. Peut-on envisager une grossesse tout de suite? Non. Comme je vous l'ai dit, il faut arrêter le méthotrexate, mais il faut aussi attendre 3 mois après l'arrêt du méthotrexate en continuant une contraception efficace avant de pouvoir entreprendre une grossesse du fait du risque tératogène.
À quel médicament peut-on avoir recours dans la polyarthrite rhumatoïde chez une patiente enceinte? Tout d'abord, les corticoïdes, pas de contre-indication pendant la grossesse, le plaquenil et la salazopyrine, qui n'est pas contre-indiquée, mais que certaines équipes n'aiment pas utiliser. Mais ce n'est pas un médicament qui est contre-indiqué, il est autorisé pendant la grossesse. Donc, on vous rappelle qu'elle a fait une poussée dans le postpartum, qu'elle revient vous voir parce qu'elle a fait 3 poussées en 6 mois, et que vous décidez, chez une patiente qui est déjà sous méthotrexate cortencil, d'adjoindre un traitement par anti-TNF. Donc, il faut citer 3 molécules de cette classe thérapeutique et 2 pathologies autres que la polyarthrite où ces médicaments peuvent être indiqués. Donc, on dispose à l'heure actuelle donc, de 3 anti-TNF. Le premier en date était le Remicade ou infliximab, qui s'administre par voie intraveineuse. Il s'agit d'un anticorps monoclonal dirigé contre le TNF qui est chimérique. Chimérique, ça veut dire qu'il s'agit d'un anticorps qui est à moitié humain et à moitié venant de la souris, murin. Le deuxième qu'on a eu à disposition, c'était l'Ambrelle ou étanercept, qui s'administre par voie sous-cutanée 2 fois par semaine et qui, lui, n'est pas un anticorps monoclonal anti-TNF, mais qui est un récepteur soluble au TNF, donc qui bloque essentiellement le TNF soluble et pas le TNF membranaire. Et le dernier en date, Humira ou adalimumab, qui s'administre aussi par voie sous-cutanée tous les 15 jours, qui est un anticorps monoclonal comme l'était l'infliximab, mais qui est complètement humanisé et qui ne pose pas de problème d'immunisation lié à une partie souris, puisque c'est un anticorps anti-TNF complètement humanisé. Les autres indications de cette classe thérapeutique sont la spondylarthrite ankylosante, maintenant le rhumatisme psoriasique, dans d'autres spécialités que la rhumatologie, le psoriasis cutané diffus, et les maladies inflammatoires du côlon et de l'intestin, en particulier la maladie de Crohn. Pour la maladie de Crohn, on préconise d'utiliser des anticorps monoclonaux type infliximab et éventuellement, quand on l'aura à disposition, l'adalimumab, mais pas l'étanercept. Enfin, on vous donnez 2 points par molécule citée. Ensuite, on vous demande quel bilan est nécessaire ici avant la mise en route de ce type de traitement. Tout d'abord, il faut penser qu'on est dans une maladie chronique qui est la polyarthrite rhumatoïde et qu'à chaque fois qu'on change un traitement de fond, pour pouvoir évaluer son efficacité par la suite, il faut qu'on ait fait le bilan de la maladie. Donc toujours penser dans une maladie chronique, quand on change un traitement de fond, d'évaluer, de faire un point sur la maladie. Donc ici, bilan d'une polyarthrite rhumatoïde au moment d'un changement de traitement de fond, c'est tout d'abord un bilan clinique. Combien il y a de synovites, vous le donnez ça dans l'énoncé, donc c'est-à-dire l'indice synovial, nombre de synovites, indice articulaire, c'est-à-dire nombre d'articulations douloureuses, des évaluations globales et finalement de quoi calculer un score qui est le score le plus utilisé en France, qui s'appelle le DAS 28, qui comporte l'indice synovial, l'indice articulaire, l'AVS et une évaluation globale par le patient de l'activité de cette maladie. Si vous devez retenir un seul score dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est celui-là. Et finalement, le DAS 28 permet une évaluation clinique de la polyarthrite au moment où vous changez un traitement. Sur le plan biologique, est-ce qu'il y a une inflammation? Et s'il y a une inflammation, quels en sont les chiffres? Donc VSCRP. Et enfin, sur le plan radiologique, au moment où on introduit le traitement de fond, est-ce qu'il y a des lésions radiologiques, les dénombrer et savoir, dans 6 mois, dans 1 an, quand on verra si le traitement est efficace, pas efficace, refaire des radios, savoir s'il y a eu une évolution radiologique qui permettrait de dire que le traitement n'est pas suffisamment efficace. Donc, au minimum, faire des radiographies des mains et des pieds et y adjoindre des radiographies des autres articulations douloureuses. Ensuite, sur le plan pré-thérapeutique. Avant d'introduire un traitement par anti-TNF, il est absolument indispensable de s'assurer que ce n'est pas une patiente qui fait des infections à répétition. Le principal risque de ces molécules, c'est des risques infectieux et des réactivations de tuberculose. Donc, s'interroger sur les antécédents infectieux de la patiente, sur les antécédents de tuberculose
et le statut vaccinal, le pays d'origine, enfin tout un interrogatoire de type tuberculose, et sur les antécédents néoplasiques. On reviendra dessus dans les contre-indications de ces traitements. Enfin, NFS plaquettes, BHC et TP, ça c'est pour suivre le traitement par méthotrexate. S'assurer de l'absence d'infection virale, type VHB, VHC, VIH, mais enfin, normalement vous vous êtes déjà préoccupé de ces sérologies avant d'introduire le méthotrexate. Faire un dosage de facteurs antinucléaires, parce qu'il peut y avoir des facteurs antinucléaires sous traitement qui apparaissent sous traitement anti-TNF. ECBU, toujours dans le cadre du problème infectieux. IDR à la tuberculine et radio de thorax, rechercher une tuberculose. Et, pour certaines équipes, panoramique dentaire et radiographie de sinus. Quels sont donc maintenant les principaux effets secondaires de cette classe thérapeutique? On en a vu une partie en répondant au bilan pré-thérapeutique. Les complications les plus fréquentes, comme je vous l'ai dit, sont les complications infectieuses, au premier rang desquelles vient les réactivations de tuberculose latente. C'est une chose qu'on ignorait quand ces médicaments ont atterri sur le marché il y a une dizaine d'années, et on a vu dans les premières années de prescription un nombre de cas assez colossal de tuberculose qui ont fait prendre tout un tas de précautions drastiques avant la mise en route de ce traitement et qui ont fait établir des textes de recommandation. Donc, si vous oubliez tuberculose dans un dossier anti-TNF, c'est pas la peine de venir. Ça doit apparaître dans toutes les questions où vous pensez que vous pouvez le mettre, vous le mettez. On a aussi décrit l'apparition ou l'aggravation de maladies démyélinisantes du système nerveux central, de type sclérose en plaques, sans savoir vraiment si c'était des sujets qui devaient faire une sclérose en plaques. Enfin, le fait est que c'est interdit de prescrire ces médicaments chez les patients qui ont des antécédents personnels ou familiaux de sclérose en plaques. Il a été décrit une aggravation possible d'une insuffisance cardiaque congestive. Ces médicaments, sur une hypothèse physiopathologique d'intervention du TNF dans l'insuffisance cardiaque, ont été testés avec des essais thérapeutiques de l'insuffisance cardiaque, et ça a plutôt aggravé les patients que les améliorer. Donc, dans l'insuffisance cardiaque congestive, c'est-à-dire l'OAP, contre-indiqué. Enfin, on a décrit aussi sous anti-TNF l'apparition d'auto-anticorps de type facteur antinucléaire. Ça, c'était surtout pour le premier, le Remicade, mais très peu de cas de lupus induit. Donc finalement, maintenant, on surveille plus trop les facteurs antinucléaires sous ce traitement. Enfin, pour le Remicade, je vous ai expliqué qu'il était à moitié humain, à moitié murin, et on a vu des manifestations allergiques de type anaphylaxie ou œdème de Quincke aux perfusions de Remicade liées justement à cette fraction murine de l'anticorps monoclonal. Et très rarement, excessivement rarement, ont été décrits des cytopénies. Donc à retenir sur cette diapo les complications infectieuses au premier rang desquelles vient la tuberculose et le risque d'apparition de maladies démyélinisantes du système nerveux central, le type CEP. Et enfin, qui n'est pas une complication, mais qui est plutôt une contre-indication, que je ne vous ai pas mise ici, c'est que ces médicaments sont contre-indiqués en cas d'antécédent néoplasique, d'autant plus si cet antécédent date de moins de 5 ans. Donc, quel suivi biologique préconisez-vous? Donc, je vous rappelle que c'est une patiente qui est sous méthotrexate plus anti-TNF. Les anti-TNF en eux-mêmes ne nécessitent pas d'un suivi biologique particulier. Par contre, le méthotrexate, oui. Vous savez qu'il y a une toxicité hématologique et hépatique, et donc on réalise de façon systématique NFS, transaminase. Et pour le suivi de la polyarthrite rhumatoïde, des éléments de l'inflammation, VSCRP. Donc une ordonnance type de suivi d'un patient sous méthotrexate ou sous méthotrexate plus anti-TNF, c'est numération transaminase VSCRP, à l'initiation du traitement tous les 15 jours, puis tous les mois, et enfin, quand tout va bien, après plusieurs mois, plusieurs années de traitement, tous les 3 mois. Quels sont les points forts de ce dossier?
Sur la première partie, qui était des notions d'épidémiologie, vous devez retenir qu'il est impossible de calculer un risque relatif dans une étude cas témoin, mais qu'on peut approximer ce risque relatif par l'odds ratio ou rapport des cotes. Toujours dans ce type d'étude, il est impossible de calculer des données de type valeur prédictive positive ou négative, du fait qu'ils dépendent de la prévalence et qu'on ne dispose pas de la prévalence puisqu'on a déterminé a priori dans ce type d'étude quels étaient le nombre de cas et le nombre de témoins. Vous devez savoir que le méthotrexate est un médicament qui est extrêmement tératogène et qu'il doit être arrêté 3 mois avant toute grossesse, sous couvert d'une contraception efficace. Vous devez retenir, et c'est un 0 au dossier, que le principal risque des anti-TNF est le risque infectieux et en particulier le risque de réaction de tuberculose, et qui n'a pas été traité dans ce dossier. Vous devez savoir qu'une intradermoréaction à la tuberculine mesurant plus de 5 mm d'induration, je précise bien induration et pas érythème, une IDR se lit sur l'induration. Donc une IDR de plus de 5 mm nécessite, avant la mise en route d'un traitement par anti-TNF, un traitement préventif anti-tuberculeux. Ce traitement contient isoniazide et rifampicine, comme les traitements préventifs classiques. Il doit être débuté 3 semaines avant l'introduction des anti-TNF. C'est-à-dire que vous débutez le traitement préventif et 3 semaines après, vous pouvez commencer la prescription d'anti-TNF. Non traité dans ce dossier, mais fondamental, la prescription du méthotrexate. Vous devez savoir qu'il s'agit du traitement de première intention dans la polyarthrite rhumatoïde. C'est un médicament qui se prescrit à faible dose dans la polyarthrite rhumatoïde, de l'ordre de 0,3 mg par kilo, ce qui fait en général entre 12 et 20 mg, que ça se prescrit une fois par semaine, que ça se donne dans 99% des cas par voie orale, mais que ça peut se donner par voie injectable sous-cutanée ou intramusculaire, et qu'il doit être associé à une supplémentation en folate de type spéciafoline, donnée dose à dose par rapport au méthotrexate. Donc vraiment bien connaître les modalités de prescription du méthotrexate. Et aussi connaître les recommandations tuberculose et anti-TNF qui sont résumées dans le texte de l'AFSAP que je vous ai mis ici. Je vous remercie de votre attention.